Sans réserve s'intéresse ce soir au secret d'une aventure avec à la barre celle qu'on n'attendait pas au sommet. Âgée de 59 ans, notre invitée, native de Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire et depuis 2017, la conseillère spéciale du président de la République chargée du genre. Elle est la seule femme titulaire d'une chaire UNESCO internationale en Côte d'Ivoire, chaire intitulée « Eau, femmes et pouvoir de décision ». Sa passion consiste à rehausser le rôle des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées. Son fait d'armes, la conception du COCOFSI, le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, une sorte de répertoire qui met en lumière les aptitudes et les compétences de plusieurs milliers de femmes du pays. Spécialiste du genre, l'ex-professeur d'histoire-géographie au lycée Sainte-Marie de Cocody nous confiera sa lecture des enjeux liés à la promotion des droits de la femme au lendemain du 8 mars, Journée internationale des femmes ou Journée internationale des droits des femmes. Le genre, le féminisme, la place des femmes en Côte d'Ivoire, le secret de son aventure, de l'enseignement au cabinet du chef de l'État, en passant à la tête du ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Euphrasie Kwasi-Yao nous en parle ce soir, on l'espère, sans réserve. Madame le ministre, Euphrasie Kwasi-Yao, bonsoir. Bonsoir, M. Diasova. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce sujet. Actualité oblige, au lendemain de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, ce numéro de Sans réserve s'intéresse à la femme en Côte d'Ivoire avec Euphrasie Kwasi-Yao, titulaire de la chaire UNESCO, dénommée chaire UNESCO, Eau, femmes et pouvoir de décision. Au titre de sa chaire, elle coordonne les formations qualifiantes et diplômantes, ainsi que les actions de recherche-action qui s'y déroulent. Euphrasie-Yao totalise une vingtaine d'années d'expérience professionnelle qu'elle a mis à profit pour permettre à son pays de bénéficier d'un environnement institutionnel, juridique et opérationnel, de promotion du genre et de l'autonomisation des femmes. Elle est à l'initiative de la création d'une direction de promotion et de l'égalité du genre, une première du genre en Côte d'Ivoire, ainsi que de l'élaboration des documents de politique, de plans et de programmes visant à la réduction des inégalités entre les sexes, notamment la politique nationale de l'équité et de l'égalité entre les sexes, le plan d'action de mise en œuvre de la résolution 1325 en Côte d'Ivoire et la déclaration solennelle du président de la République en faveur de l'égalité des sexes. Son passage à la tête du ministère en charge de la promotion de la femme a permis à la Côte d'Ivoire d'entrer dans une nouvelle ère de progrès dans la valorisation des compétences de sa population féminine. Depuis février 2017, notre invitée est la conseillère spéciale du président de la République chargée du genre. Elle assure également la coordination du programme Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, auquel le président de la République attache du prix dans sa volonté de promouvoir les femmes dans la gestion et la gouvernance politique et administrative. Experte internationale en matière de genre et de développement, gestion axée sur les résultats et suivi-évaluation, elle a assuré des consultations auprès des agences du système des Nations Unies, notamment le PNUD, l'UNFPA, l'ONU Femmes et également de la Banque africaine de développement. Son engagement, sa compétence et son expérience professionnelle lui ont valu plusieurs distinctions, tant au niveau national qu'international, entre autres le titre d'officier de l'Ordre national, le prix du Chandelier d'or de la meilleure promotrice des femmes en Côte d'Ivoire, le prix d'excellence du président de la République pour la valorisation des compétences féminines et la médaille d'or au Symposium international de l'eau de Cannes. Le point du compendium des compétences féminines en Côte d'Ivoire, les droits de la femme sont-ils respectés ? Sont entre autres des sujets qui seront abordés sans réserve. Sans réserve, on l'espère. Euphrasie Kwasi-Yao, première question sans réserve. Nous sommes au lendemain du 8 mars. Il y a un symbole aujourd'hui qui caractérise cette date. C'est le port d'un pagne uniforme que toutes les femmes de Côte d'Ivoire arborent. Je suis surpris de ne pas vous voir l'arborer ce soir. Pourquoi ? Le pagne, comme vous avez dit, c'est un symbole d'être ensemble. C'est-à-dire que quand on porte le pagne, on est fiers parce que nous sommes des femmes, nous sommes ensemble et on nous a donné des droits. Et ce jour-là, on se met ensemble. Mais là, je suis venue juste au plateau et donc je n'ai pas besoin forcément de porter le pagne parce que la journée, ce n'est pas seulement le pagne. Absolument, on est tout à fait d'accord avec vous. Voilà.
Une question cash. On a l'impression que la Journée internationale des droits de la femme, ou Journée internationale des femmes, est devenue une banale fête. Est-ce que vous partagez ce sentiment que beaucoup d'observateurs ont? Toutes les femmes disent « Ah oui, c'est notre fête », sans forcément comprendre les enjeux de cette célébration. Moi, je voulais d'abord clarifier quelque chose. Dites-nous. La Journée internationale des droits des femmes, c'est une journée qui nous permet de faire le bilan de tout ce qu'on a fait depuis, ça fait 46 ans. Chaque année, on doit s'arrêter et faire le bilan. Et on peut aussi mener des actions d'éclat ou même sensibiliser sur une question qui n'est pas encore réglée. Par contre, la fête des mères, ça c'est une fête pour honorer... Ce que vous dites, c'est que la journée de la femme, la journée internationale des droits de la femme, c'est pas la fête des mères. Voilà, c'est pas la fête des mères. La fête des mères, on peut donner des fleurs, maman, je suis contente, tu m'as donné la vie, et ça. Mais la journée internationale des droits des femmes, là, c'est vraiment une question de lutte, de défi, de progrès. Et ça, je l'ai fait. Quand j'étais ministre avec mes collègues, je leur ai dit que chacun me dise quelle est l'évolution à son niveau. Parce que si chacun ne fait pas le travail, on ne peut pas avoir les résultats pour tout le monde. Donc, chaque année, on doit dire, par exemple, ici, NCI, quels sont les droits des femmes qui ont évolué? Qu'est-ce qu'on leur a accordé? Et vous voyez que sur 10 ans, on peut avoir vraiment beaucoup de résultats. Donc, la journée de la femme, ce n'est pas la fête des mères, ce n'est pas le moment de donner des fleurs. Donc, Voilà. ceux qui estiment que le message, l'ADN de cette journée est en train d'être galvaudé, vous partagez un peu cet avis? Oh. Oui et non. Si nous sommes dans une entreprise où le DG, il achète les pagnes, il donne aux femmes, ils font des photos et puis c'est terminé. Là, ce n'est pas le sens. Mais si nous sommes dans une entreprise où non seulement le DG porte le pagne avec les femmes, mais qu'il leur accorde des droits on dit par exemple qu'au niveau salarial, il y a des inégalités. Il dit, bon, je regarde, tous mes ingénieurs ont 1 million, alors que les femmes ont peut-être 700 000. Cette année, je vais corriger cela. Vous voyez que ça va ensemble. Sinon, le pagne en lui-même, moi, je vois sur Facebook, c'est comme un bouc émissaire, quoi. Non, le pagne en lui-même, moi, en tout cas, c'est un sentiment d'appartenance. Je suis fière d'être femme. Je suis fière d'avoir reçu cette journée du 8 mars pour moi en tant que femme, je peux porter mon paille, mais ça ne s'arrête pas là. Et puis, je travaille 365 pour les femmes. Donc, le jour J, je peux m'arrêter et puis porter mon paille et puis être fière. Il faut célébrer les victoires, même quand elles sont petites. Sinon, il ne faut pas qu'on fasse cet amalgame-là, ce n'est pas bon. Vous adressez une question essentielle, la question du genre. Quand on entend parler de genre, on a l'impression que c'est une question de femmes parce que de plus en plus de femmes en parlent. Oui. Alors que le genre touche tout le monde finalement. Exactement. Précisez-nous votre conception, vous, de l'approche genre. Moi, je suis très heureuse de cette question parce qu'en Côte d'Ivoire, on a structuré cette approche-là et tout le monde entier le sait. Et je le dis aujourd'hui à haute voix parce que je suis titulaire du chez UNESCO. Alors, j'ai dit maintenant la définition. Moi, je veux que nos auditeurs retiennent ceci, nos téléspectateurs retiennent ceci. Le genre, ce n'est pas la femme. Le genre n'a rien à voir avec le sexe. Non, ce n'est pas la femme. Ce n'est pas l'homme. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le sexe. Le genre, ce ne sont pas les personnes handicapées. Ce ne sont pas les pauvres. Ce ne sont pas les enfants non plus. Vous allez me dire, c'est quoi alors? C'est ça? Absolument. Le genre, c'est une approche, c'est une stratégie, c'est une manière de faire le développement qui vise, par contre, à corriger les inégalités sociales en termes d'éducation et de santé que font les filles, que font les garçons, les inégalités économiques en termes d'opportunités pour les femmes et les hommes, les inégalités politiques en termes de prise de décision, qui prend la décision à tout moment, même les inégalités culturelles. Hein. C'est-à-dire que si on a des éléments de notre culture qui sont bien pour le développement, c'est pour ça qu'on dit genre et développement, on les prend. Donc ça permet de corriger ces inégalités, ça permet aussi de relever les injustices. Vous savez, souvent il y a des injustices, des discriminations qu'on ne voit pas ou qu'on tolère. Mais l'approche genre va vous donner tous ces outils pour voir. Donc en définitive, je dirais que une politique qui prend en compte le genre, c'est une politique qui va analyser de manière comparative la situation des femmes et des hommes, des filles et des garçons, qui va identifier les sources d'inégalité et les corriger. Tant que tu ne corriges pas, tu n'es pas en train de faire le genre, parce que ce sont les hommes et les femmes.
Donc le genre, l'approche genre peut consister à rattraper des inégalités, même faites à des hommes. Voilà, faites à des hommes. Faites à des enfants, faites à des jeunes. Je vais vous donner un exemple. Dites-nous. J'étais avec le ministère de l'Industrie et il y a un sous-directeur qui disait « Mais madame la ministre, ici, il y a l'extra-genre, parce qu'on a 18 femmes et 3 hommes. » Je lui ai dit « Mais on doit corriger. Parce qu'il faut au moins 30% de l'un ou de l'autre sexe pour que les décisions soient constructives, que les décisions aillent de l'avant. Mais si toi, tu as 90% de femmes, il y a un problème. On doit corriger. » Parlant de genre, est-ce qu'il n'y a pas de mélange de genre entre l'approche genre et le féminisme? Le féminisme qui, lui, est un ensemble d'idées, de politiques pour promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme. Moi, je pense que nos dévancières sont partis avec le féminisme. Vous voyez, au départ, les femmes n'avaient pas de droit. Vous vous souvenez, en 1910, aux États-Unis, les femmes qui voulaient... C'était pas. Voilà, on est bien loin. Ensuite, les femmes ont commencé, les ONG ont commencé à se battre pour que les femmes aient leurs droits. Mais ce qui a bien changé même, c'est une Danoise qui s'appelle Esther Boserup. Elle a découvert que, en fait, les gens pensaient que les femmes étaient des victimes, des personnes qui ne contribuent pas au développement. Elle dit, attention. Les femmes ont le rôle reproductif, c'est vrai qu'elles font les enfants, elles ont le rôle social et maintiennent la société, mais elles ont le rôle productif. C'est parce qu'on ne prend pas cela généralement en compte dans la comptabilité qu'on pense qu'elles ne font rien. Alors, 1975, Journée internationale des droits des femmes. On a commencé à évoluer vers Begin en 1995, on a dit non, quand on va seulement avec les femmes, tu vois, avec le féminisme, il y a un problème. Si on a plus de femmes dans un secteur et qu'il y a moins d'hommes, ça va créer encore le problème. On va parler de violence, parce que bon, les hommes ne sont pas prêts. Donc maintenant, allons avec les gens. L'équité, la justice sociale, ça apporte la paix. En plus, on donne des outils pour régler les inégalités qu'on ne voit pas. Alors qu'avec le féminisme, on va défendre, on va dénoncer. Donc je pense que ce n'est pas la même chose. C'est bien aussi d'avoir des féministes parce qu'elles vont dénoncer des choses que bon, les autres n'ont pas vues. Mais nous, en matière de genre, on est pour corriger, pour régler, pour équilibrer, pour faire des programmes, pour donner des solutions. Est-ce que vous vous considérez comme une féministe, par ailleurs? Moi, je me considère comme un expert du développement, comme un médecin. Tu vois, ce que le médecin est pour le patient, c'est ce que le genre est pour le développement. Donc moi, je me considère comme un médecin du développement. Ou alors, bon, peut-être que médecin, c'est un peu trop négatif. Peut-être un architecte, c'est ça, non? Une architecte du développement. Donc c'est comme ça que je pense. Très bien. Donc vous n'êtes pas féministe? Non, je ne suis pas féministe. Quel regard jetez-vous sur les féministes qui, de plus en plus ont pignon sur rue, qui estiment que l'homme et la femme doivent être égaux dans une société africaine qui a hérité de beaucoup de considérations que vous connaissez? Moi, je dis aux féministes, il faut toujours qu'on regarde nos normes, nos cultures. Vous savez, quand on parle du genre, on parle de normes. C'est pour cela que d'ailleurs, les pays africains sont très à l'aise parce qu'on peut prendre, on regarde notre culture, ce qui ne va pas, on corrige. Mais si on fait que du féminisme, les hommes et les femmes doivent être ensemble, et que notre culture ne programme pas cela, vous allez voir qu'il va y avoir des conflits au niveau des familles, au niveau des différents secteurs. Et ça ne marche pas. On n'est pas là pour détruire la société. On est là pour qu'il y ait une société équitable, durable, où il fait bon vivre, où je peux, et Ali et moi, nous pouvons nous mettre ensemble et décider de ce qu'on veut faire. C'est très important. On a eu des programmes qui ont été cassés parce qu'il n'y avait pas d'hommes à côté. Les femmes ont commencé à aller toutes seules. Elles ont commencé à être bien en forme. À un moment donné, les hommes disent « nous, on ne veut pas ». Mais ce sont les hommes, on est en Afrique. Et on a perdu toutes les productions parce que les hommes étaient contre. Les femmes ont dit, nous, on a de l'argent, on veut payer. Ils disent, si vous continuez, vous allez mourir. Et puis, c'est fini. Quelle est votre conception de l'égalité entre l'homme et la femme? Moi, ma conception, c'est que je parlerai plus d'égalité des chances. Vous voyez, non. On regarde dans l'éducation. Pourquoi vous empêchez une petite fille d'aller à l'école? Là, je ne suis pas d'accord. Donc, laissez la chance aux filles et aux garçons d'aller à l'école. Regardez ce que le président a fait à l'EMPT. Il n'y avait pas de filles. Quand il est venu, il a dit, mettez les filles aussi à l'EMPT. Et comme ça, on va voir. Les premières de l'EMPT, il y a un colonel qui m'a dit, c'était les filles. Vous voyez combien d'années les filles ont souffert. À l'époque, il n'y avait même pas de femmes pilotes. Et aujourd'hui, il y a des femmes pilotes. Les avions ne tombent pas plus qu'avant.
Donc, moi, voilà ma conception. Allons ensemble. Et puis, surtout, même, j'aime bien prendre cet exemple-là. Pendant la crise, on avait donné des milliards à des personnes pour aller aider dans un camp de réfugiés. Malheureusement, c'était que des hommes. Quand ils sont partis, ils ont oublié de prendre des serviettes hygiéniques. Ah oui, mais ils n'y pensent pas. C'est pour ça qu'on doit être ensemble. Quand j'ai pris le genre dans la question de la gestion de l'eau, quand j'ai dit impliquons les femmes et les hommes dans la gestion de l'eau en milieu rural, vous allez voir qu'on aura l'eau toute la vie. À Diato-Crous, ce qu'on a essayé pour ce projet là, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, on a eu l'eau jusqu'aujourd'hui. Le village s'est développé. Donc il faut le genre comme outil de développement. J'insiste sur ces questions parce qu'aujourd'hui, l'une des institutions de notre société, notamment le mariage, est affectée par des frictions quand beaucoup de femmes, avec le mouvement féministe, avec la question du genre, ont l'impression qu'il n'y a pas de chef, où on est deux chefs dans la famille. Vous, avec du recul, loin de la chaire UNESCO, en tant que citoyenne ivoirienne, comment vous analysez ces questions ? Est-ce que ce sont des questions qui fragilisent les unions aujourd'hui, le mariage notamment? Moi, je pense que les hommes et les femmes doivent connaître d'abord l'approche genre. Parce que j'ai eu des exemples. Il y a des femmes que j'ai formées, les maris sont venus me remercier parce que la femme a changé de comportement. Et je pense que le féminisme aujourd'hui, aller tout droit avec que les femmes, ça va casser les familles. Les hommes ne sont pas préparés. Alors que si on forme les deux, regardez aujourd'hui à la chaire UNESCO, on est en train de former près de 70 personnes, 30 hommes, 40 femmes. Mais c'est agréable, c'est simplement beau. Les hommes qui rentrent 9 mois après, qui ont changé de mentalité, qui gèrent autrement leur famille. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas avec cette approche au lieu de créer des conflits? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une évolution normale et les féministes ont eu leur rôle. Mais aujourd'hui, je vous en supplie, tous ceux qui nous écoutent, allons avec l'approche genre et développement. Il y a un pays que je ne citerai pas. Le ministre de la Famille, de la Femme et de la Protection de l'Enfant était un homme. J'étais avec Mme Jeanne Peumont, à l'époque, je n'étais pas ministre. Quand on l'a interrogé, il dit, chez nous ici, il y a 60% de femmes, 70% de femmes à des postes de décision. Mais les femmes ne veulent plus faire des enfants. Il était étonné. J'ai dit, monsieur le ministre, c'est parce que vous n'êtes pas parti avec l'approche genre et développement. Vous êtes parti avec l'approche du féminisme. Et donc la femme, si elle est seule, elle doit être ministre ou bien présidente de la République. Elle a trop de charges, elle n'a plus le temps pour la famille, donc la famille va se casser. Mais si vous étiez parti avec l'approche genre, il n'allait pas avoir ce problème. Parlons à présent de la nouvelle loi relative au mariage. Vous avez certainement entendu parler, vous avez adressé aussi cette question. La loi qui interdisait notamment la dot et faisait de sa pratique une infraction, punie comme telle, est abrogée. Est-ce que vous considérez cela comme une avancée? Vous savez, la dot, c'est notre culture quand même. Et peut-être que d'autres personnes peuvent penser que la dot, c'est pas bien, on vend la femme, d'autres personnes. Mais nous, on sait qu'on ne vend pas la femme. Et puis même quand la loi était là, que c'était pas bougé, tout le monde dotait ses enfants. Hein. Ça, je l'ai dit ouvertement. Tout le monde. Moi, j'ai vu un grand juriste qui m'a dit, mais moi, cette loi ne me concerne pas. Je regarde la tradition, je suis fière qu'on vienne doter ma fille. Donc, je veux dire que c'est bon, c'est une bonne chose. C'est une avancée? Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que je ne vois pas. Ça dit qu'on prend les lois en fonction des problèmes qui existent. Si on voit on dit par exemple qu'on vient acheter la femme, que dans notre conception, en donnant la dot, c'est pour acheter la femme, mais on dira non. Mais si ce n'est pas ça, si c'est pour honorer la famille, dire que vraiment j'ai aimé votre fille, je viens donner pour la prendre, moi je pense que c'est une question de conception, de mentalité. Une autre disposition, pour ce qui est de la reconnaissance d'un enfant hors mariage, d'un homme alors qu'il est marié, l'enfant ne peut porter son nom qu'avec l'acte du commissaire de justice et du consentement de l'épouse légale. Je vous voyais sourire tout à l'heure. Que vous inspire cette disposition qui a été suffisamment commentée, notamment je ne comprends pas bien. Sur les réseaux sociaux? Il y a le consentement de l'épouse avant qu'on ne reconnaisse l'enfant, c'est ça? C'est cela, avec l'acte du commissaire de justice. Moi, je pense que... Bon, d'accord. Dites-nous sans réserve ce que vous en pensez. Sans réserve. Ici, je pense que c'est vrai, l'enfant, c'est important, mais on doit avoir quand même le consentement, surtout de la femme. Vous voyez, non. Les femmes, eux, ont des cœurs, hein. Elles savent si elles veulent prendre ou pas. Mais on peut pas demander à la femme de dire oui, pendant que le contraire, ce n'est pas ça. Moi, je défends l'égalité des chances. Je suis obligée d'aller toujours avec cet équilibre, même quand c'est en faveur des hommes ou en faveur des femmes. Donc, une loi qui ne demande qu'aux femmes
de dire oui à tout point de vue, moi, je dis non. Mais si c'est son consentement, si elle dit oui, elle dit oui. Nous, on a... Enfin... Dernier élément sur ce sujet, sur ce chapitre, une autre disposition de la nouvelle loi sur le mariage, la loi relative au mariage, contrairement à l'ancienne loi qui comportait 2 régimes matrimoniaux, la nouvelle loi en institue désormais 3, notamment la communauté de biens réduite aux acquets, la séparation de biens et le contrat de mariage par acte notarié. Le contrat de mariage par acte notarié est une convention par laquelle les futurs époux règlent les effets patrimoniaux de leur mariage. Évidemment, convention faite par devant notaire et les effets à compter de la date de la célébration du mariage. C'est une sorte de nouveauté qui est introduite dans cette loi. Commentaire, analyse? Non, je ne sais même pas. Enfin, je ne savais pas ce qui était derrière. Je dis toujours, une loi, ça vient concrétiser quelque chose. Pourquoi est-ce que ça change pour passer au contrat? Moi, personnellement, je m'occupe des questions de genre, mais je ne sais pas. Mais dans tous les cas, normalement, le mariage, c'est un homme et une femme qui se sont aimés. Tant qu'ils s'aiment, ils restent ensemble. Moi, je suis de confession chrétienne catholique. Chez nous, le mariage est indissoluble. Donc, c'est question de contrat. Bon, chacun choisit selon ce qui lui plaît, quoi. Mais moi, j'aurais souhaité que les hommes et les femmes restent ensemble, éduquer leurs enfants pour que la société soit solide. On se plaint de tout. Les enfants, ça ne marche pas. Les enfants font ceci. Tout part de la famille. Et puis, si vous avez bien remarqué, vous avez dit que j'ai 30 ans d'engagement dans le secteur du genre. J'aime pas trop rentrer dans les familles d'abord. J'aime rentrer au niveau macro et puis on redescend. Parce que les familles, là, je trouve ça très sacré et on ne sait même pas si... Les familles, c'est la primauté de la société. C'est la primauté, c'est trop fort. C'est trop fort. Je me rappelle ce conseil que mon oncle me disait, quand tu auras des difficultés, c'est la famille qui doit te soutenir. Et j'ai vu que c'était vrai. Donc, il ne faut pas qu'on casse les familles. Chacun va choisir ce qui lui plaît, voilà. Euphrasie Kwasi Yao, il y a quelques mois, un député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, en l'occurrence l'honorable Sangari Yacouba, a fait une proposition d'une loi qu'il a appelée une loi dite de polygamie optionnelle. L'expression de votre visage me laisse subodorer la réponse que vous allez donner tout à l'heure. Dites-nous sans réserve, comment vous avez accueilli cette proposition de l'honorable Sangari Yacouba? Sans réserve, je ne suis pas d'accord avec cette proposition de loi. Bien qu'elle soit optionnelle? Je dis bien qu'elle soit optionnelle. C'est une régression. Attends, j'explique. Dites-nous. D'abord, c'est une régression. Le président de la République, quand il est venu, il a dit « allons avec le genre, allons avec le compédium, valorisons les femmes, allons avec l'équilibre ». En quoi est-ce qu'on va ramener la polygamie, qui veut dire d'ailleurs polyandrie et polygynie, c'est-à-dire que la femme doit prendre plusieurs hommes, l'homme doit prendre plusieurs femmes. En quoi est-ce que cela va aider la société ? Je vous en supplie. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord. Ça, c'est sans réserve. En temps normal, je n'en ai pas parlé, mais je ne suis pas d'accord. Et puis, moi, je suis ici d'une famille polygame. J'ai vu toutes les difficultés, je les décris dans mon livre. Mais c'est une régression. Je ne pense pas que nos autorités puissent accepter ça. C'est une régression. C'est une régression. En matière de droits, oui, en matière de droits des femmes. Aujourd'hui, si on devait dresser l'état des lieux des droits de la femme en Côte d'Ivoire, vous diriez quoi en premier ? Je dirais qu'il y a une progression. Il y a une progression parce que nous, en matière de genre, on analyse 3 secteurs. Le pouvoir social, c'est-à-dire l'éducation et la santé. Regardez, à l'école primaire, on a pratiquement la parité. C'est une victoire. Au niveau du taux d'achèvement, on est autour de 30%. C'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à terminer, à l'époque, c'est 10%, 15%. On a évolué. Quand on prend la santé, on était à 600 000 naissances vivantes. Aujourd'hui, on a diminué de moitié, 380, je crois. Et là, c'est une grande avancée. Les femmes meurent moins en couche. C'est une avancée. Au niveau économique, c'est vrai que les femmes sont dans le secteur informel à 70% pour la plupart, mais on travaille chaque fois, chaque secteur travaille de telle sorte qu'elle passe du secteur informel, la petite, comme on dit, la toute petite entreprise, à la petite et moyenne entreprise et puis la grande entreprise. Quelles sont les initiatives et mécanismes qui permettent justement ce passage de cap de la toute petite entreprise? Là, il faut un travail de proximité. L'État va prendre Vous le faites, ce mais travail? c'est ce que le compédium fait. Comme tu m'as dit qu'on parlera du compédium. Oui, bien sûr, on parlera du compédium, c'est ce que le compédium on y arrivera. fait. Là, sincèrement, il faut être proche de ces femmes-là. Il faut les accompagner pas à pas
pour leur montrer ce qu'elles gagneraient à se mettre en règle vis-à-vis de l'État et ce qu'elles gagneraient à être une grande entreprise. Et c'est ça, c'est notre travail en fait. Vous avez parlé du pouvoir social, et puis, voilà, le pouvoir économique. le Maintenant, pouvoir politique. Le pouvoir politique. Le pouvoir politique, par contre... De ce point de vue, est-ce que vous avez l'impression, hein, sans réserve, qu'il y a eu de vraies avancées? Je sais que vous allez nous citer des chiffres, hein, on est passé il y a des petites avancées. Non, ça c'est au niveau des femmes qu'on a accompagnées. C'est cela. Vous voyez, non, on était à 105 femmes en 2011, on est passé à 328 femmes en 2016 et à 4... Et il y a la fameuse loi sur les quotas de 30% notamment. Voilà, qui est là, le décret d'application aussi est... Pas vraiment encore. Là aussi, sans réserve, il faut qu'on le dise. Parce que la loi est passée. Qu'est-ce qui coince? Le décret d'application est passé. Coince, c'est de faire passer les éléments qui sont contenus dans cette loi-là, de les arrimer aux lois électorales. C'est cela. Voilà, comme ça, systématiquement, par exemple, pour les élections de fin d'année, là, les taux vont monter. C'est pour ça qu'on a pris la... Comment vous le savez? Mais parce qu'on dit une femme, un homme, une femme, un homme. Et puis, comme les hommes savent que la loi est arrimée CEI, à la CEI, quand ils vont aller déposer leur liste, ils sont obligés, parce que même si le président dit qu'on veut la loi, on veut que les femmes soient là, début 2011, il a dit on reviendra sur le compétium. S'il n'y a pas cette loi-là pour aider un peu les hommes à prendre des décisions, on ne va pas y arriver. Je disais à Evelyne ce matin que si cette loi-là est arrimée à la CEI, ils vont chercher les femmes. Ils vont les trouver. Ils vont nous demander... Aux dernières élections législatives, on a entendu dire que certains partis cherchaient des femmes, mais bon, ça n'a pas empêché que le scrutin se tienne et qu'on ait les résultats. Comme il n'y a pas de loi, donc ils cherchent, ils ne trouvent pas. Mais quand la CEI va rejeter leur liste, parce qu'il n'y a pas un homme, une femme, ils vont trouver. Et les femmes sont là. Finalement. Non, mais ils vont trouver. J'ai dit au compétition, on a plus de 15 000 femmes compétentes. Ils n'ont qu'à nous demander. Euphrasie Kwasi-Yao, cette émission est aussi aspirationnelle. Vous avez une histoire particulière. Vous êtes enseignante, professeure d'histoire-géographie au lycée Sainte-Marie de Cocody. Aujourd'hui, vous êtes en face de moi en qualité de conseiller spécial et charge du genre du président de la République, ayant passé à la tête du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Quel a été le déclic? À quel moment vous vous dites je dois passer un cap? Vous le racontez dans un livre, hein, Le secret d'une aventure, dans lequel vous parlez de votre parcours professionnel. Oui. Beaucoup d'entre les jeunes dames qui vous suivent, puisque vous faites la valorisation des femmes, ont besoin de savoir ce qui vous a permis, vous, de vous hisser à ce niveau. Je disais dans Amina, où je faisais la une, que ma vie est une bénédiction. Vous savez pourquoi? Déjà, à 2 ans, j'étais orpheline. Je n'ai jamais vu le visage de ma mère et je ne l'ai jamais su. Aucun adulte, comme on le dit dans la tradition, nous m'avait dit. C'est à partir du CM2, quand on nous a donné nos extraits de naissance pour remplir, que je découvre qu'en fait, je suis orpheline. Aucun adulte ne me disait. J'étais perturbée. Je me disais qu'il fallait que je retrouve cette mère-là. Si je pouvais payer même pour la voir, j'allais le faire. Malheureusement, je ne pouvais pas. N'empêche que toutes les mamans que j'ai eues m'ont donné de l'amour. Hein. Mais je dis toujours que c'est Dieu seul qui sait. Le lien qui existe entre une mère biologique... Lien filial? Le lien filial entre une mère biologique et sa fille. Alors, à partir de là, je me suis dit que toutes les femmes que je vais rencontrer sur mon chemin seront mes mamans, même les jeunes. Et mon premier poste, c'était au lycée Sainte-Marie. J'ai vu des jeunes filles brillantes, mais qui, dans la société, je ne les voyais pas. C'était les 2%, 5%, alors qu'elles sont bien. Qu'est-ce qui se passe? Je me posais la question. Mais je les accompagnais. Et là, il y a une parent d'élève qui m'a vue, qui a dit, mais attends, vous vous occupez... Elle avait une fille unique qui était un peu... Je me suis occupée de sa fille et elle m'a dit, non, viens avec moi au ministère pour t'occuper. Vous voyez, non, c'est une bénédiction. Elle m'a appelée par le travail que je faisais avec amour pour ces femmes, sans rien attendre. Et elle m'a appelée auprès d'elle. Et je suis partie. J'ai vu encore un milieu rural. Vous connaissez ce qui se passe en milieu rural, la pauvreté. Et les femmes sont encore plus pauvres. J'ai commencé à m'occuper d'elles. Et ainsi de suite. Mais je ne savais pas quoi faire. Mais quand j'ai eu contact avec l'approche genre, comme je vous dis, c'est la solution, c'est le médecin du malade, qu'est le développement. Je me suis dit, voilà, maintenant je vais commencer à travailler. Et j'ai commencé à travailler. Madame Jeanne Poumet venait me dire, waouh, quelle jeune dynamique. Elle a commencé à travailler avec moi. Après, le président de la République m'a nommé conseiller économique et social. Après,
J'ai eu la chaire UNESCO parce que j'ai présenté un projet implication des femmes et des hommes. La chaire UNESCO est réservée aux professeurs titulaires d'université. Moi, pour la première fois, l'UNESCO décidait de me donner cette chaire. C'est parce que j'étais sur le travail. Ce qui me caractérise, j'ai envie de le dire, d'abord ma foi. Ma foi en Dieu, quand j'ai découvert qu'il était orpheline, je me suis accrochée à Dieu. Ma foi en ce que je fais, mais surtout la culture du résultat. Ça, mes collaborateurs me connaissent pour ça. Je travaille sans rien attendre en retour. Et puis les autres me voient et m'appellent. Et au fur et à mesure, je deviens décideur. Je n'ai jamais programmé cela. Ça, il faut que je le dise. Et c'est pour ça que j'explique dans le livre, pour que les gens voient qu'on peut faire autrement. Vous êtes appelé auprès d'un cabinet ministériel. Oui. À quel moment vous faites la rencontre du chef de l'État? Ben, Comment vous vous retrouvez dans son environnement immédiat? D'abord, quand il est venu, il y avait une ministre qui avait voulu que je vienne être son directeur de cabinet. Pendant ce temps, Mme Jeanne Pimon, que je connaissais depuis longtemps, je la salue d'ailleurs si elle nous regarde, elle a voulu que je vienne avec elle au cabinet présidentiel. Et puis, je suis partie là-bas, c'est vrai, sans un poste fixe. Mais j'aimais tellement ce que le président nous avait demandé de faire que j'oubliais même parfois que je n'avais pas de poste. Et puis, un jour, à l'indépendance, le président se promène, il salue tout le monde et tout. Et puis, je me suis présentée. Il a dit, ah, c'est vous qui gérez le compédium. Waouh, vraiment. Bon. C'était déjà le premier contact. Et puis après, la suite, un jour, j'étais là. Et puis, bon, on m'a appelé au gouvernement, voilà. C'est comme ça que j'ai rencontré. Comment ça se fait quand on a ce parcours et qu'on appelle au gouvernement ce jour-là? Pouvez nous expliquer un peu cette entrée au gouvernement? Comment les choses se passent? Moi, je pense que... Est-ce qu'à un moment, vous vous dites, non, c'est un rêve? Le président m'a appelé. Non, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, ne quittez pas, le président va vous appeler. D'abord, j'ai dit, j'attends. Surprise. Surprise. Et il m'appelle. Euphrasie, vous savez que je veux faire un nouveau gouvernement? J'ai dit, oui, monsieur le président. Ben, je vais vous appeler au gouvernement pour tout ce qui est question du genre. J'ai dit, waouh. J'ai crié tellement, il fait, n'en parlez à personne. Avant que ça ne sorte, il savait que... J'étais étonnée, j'étais vraiment comme un bon père. Il me dit, non, n'en parlez à personne. Mon mari, mes enfants, personne, j'étais là. La nuit, je tourne, je retourne. Et puis, il m'a dit, le Premier ministre, dès qu'on va vous appeler demain matin, au lieu de me lever, j'étais couchée. Je ne savais pas quoi faire. Un coup, j'entends d'un gars qui m'appelle. Allô, Madame Yao? Non. Je me suis levée pour aller me laver. Rapidement. Et puis, j'ai sauté dans un taxi, je suis partie. Mon chauffeur, j'ai dit à mon chauffeur, attendez. Il a oublié. Il pensait que je l'avais envoyé quelque part. J'ai pris un taxi, je suis partie. Et puis, un taxi pour aller... Pour aller être nommé ministre. Ah, au palais présidentiel. Ça, non, chez le Premier ministre, d'accord. Chez le Premier ministre, d'accord. Voilà, mon chauffeur était sorti et puis, tac, je cours, je suis partie. Voilà, ça a été vraiment une surprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma vie est une bénédiction. C'est cela. Et malgré que vous êtes sorti du gouvernement, vous le concevez comme tel, c'est une bénédiction. Sortir du gouvernement, ce n'est pas une fin en soi. Non. Quand on sait que pour beaucoup, c'est l'amertume. Non, ce n'est pas une fin en soi. Vous savez, ma vision des questions de gens, comme je vous ai dit, la date depuis mon enfance. Pour moi, il faut que j'y arrive. Et ça se concrétise de plus en plus au niveau international. Quand il y a des grandes réunions, quand moi je prends la parole, je parle des questions du genre, en tout cas, tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, le genre est structuré. Je suis membre du directoire de l'Observatoire francophone pour le genre. Il y a 88 pays. Je suis titulaire de chaire UNESCO. On fait une réunion, 850 chaires réunies, 117 pays. On me donne la parole. Ça veut dire que... Je ne sais pas, tout est bonifié en fait. C'est pour ça que je dis, ma vie est une bénédiction, mais je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup pour atteindre mon objectif et personne ne peut m'arrêter, sincèrement. Ça par contre. En 2011, le président de la République vous appelle à ses côtés et vous lancez le compendium des compétences féminines qui aujourd'hui, dès qu'on en parle, vous a un beau sourire. Le compendium a eu 10 ans, en juin dernier. Aujourd'hui, c'est votre plus grande satisfaction. C'est quoi les acquis de ce compendium? Qu'est-ce qui vous a permis de réaliser au profit des femmes de la Côte d'Ivoire? Donc, quand le président est venu en 2011, moi, c'est ce qui me fascine un peu. La première des choses qu'il voulait, que les femmes participent aussi au développement à tous les niveaux. Ça, c'était sa vision. Et donc, quand Mme Jeanne Pimon nous a appelés, on lui a dit, bon, nous, on a l'expertise en genre, on va vous proposer un programme. C'est comme ça que le compédium est né. Et il y avait 4 objectifs, ce que je rappelle à chaque fois. Il s'agissait de renforcer la visibilité, la
participation, le leadership des femmes qui existe déjà dans la gestion des affaires publiques et privées. Il s'agissait aussi de fournir des informations utiles en créant une base de données qui est à plus de 15 000 aujourd'hui pour que si on veut nommer des femmes, qu'on puisse les avoir en temps réel parce que souvent ils disent qu'on ne sait pas où sont les femmes. Troisième élément, identifier les secteurs où il n'y a pas assez de femmes. Les mines, souvent la logistique, pouvoir identifier et corriger, puisque nous, on est experts en genre. Et puis, dernier élément, favoriser un réseautage entre les femmes. Vous voyez, il y a des plafonds qu'on ne peut pas casser s'il n'y a pas un grand réseautage entre les femmes. Alors aujourd'hui, ce qui me satisfait le plus, d'abord, notre base de données a vite épuisé. On avait 15 000, quand on a atteint les 15 000, on ne pouvait plus. Mais aujourd'hui, on a élargi la base à 5 millions de femmes. Donc, les femmes peuvent toujours continuer à s'inscrire. C'est que l'environnement a changé. En 10 ans, des femmes ont commencé elles-mêmes à réaliser qu'elles peuvent, elles sont capables. On parle de valoriser les compétences. Et une femme qui prend la décision de travailler aussi pour les autres femmes, vous voyez comment on a créé ce réseau-là. Et même les hommes. Il y a une grande victoire que je venais d'avoir la dernière fois, le DG de la douane. Les femmes de la douane ont voulu me primer parce qu'elles disent que j'ai fait beaucoup pour le compédium, pour elles et tout. Et quand il me donnait le prix, il me dit « Madame la ministre, c'est vous qui devez me décorer. » Je n'ai pas compris. Et à la fin, quand il faisait son discours, il dit « Madame la ministre, dites au président de la République que nous, à la douane, on a compris sa politique du genre. On a compris sa politique de valorisation des compétences féminines. Pourquoi ? On avait un objectif de plus de 4 000 milliards de recettes douanières. Sur les 4 000 milliards de recettes douanières, il y a 3 directions gérées par 3 femmes qui ont rapporté 85% de ces recettes douanières. J'ai dit, c'est que quand on parle à la télé, quand vous nous permettez de parler sur les antennes, les gens nous écoutent et ils font la politique du président de la République. Donc ça, ce sont d'autres résultats, comme je disais tout à l'heure. Il y avait la CEI, par exemple, qui nous disait on était à 37% de femmes sur les listes électorales. C'était en 2016. Et ils nous ont appelés. En moins de 2 semaines, on a déjà un réseau de femmes. On a appelé les femmes, on a travaillé dessus. Il nous a écrit pour nous dire merci, on est à 49% de femmes. On a signé des contrats avec des entreprises qui nomment, qui utilisent les femmes. On a signé des contrats, des femmes ont été embauchées. Il y a une aussi qui me disait son plus gros marché, elle a eu quand elle est venue au Compédium parce qu'on l'a rendu visible. Je parlais de visibilité. Donc le Compédium, c'est d'abord aussi cette cohésion, puisque c'est sans distinction d'ethnie, de religion, de parti politique. On était en 2011. La Côte d'Ivoire était quand même fracturée. Mais le président a dit sans distinction d'ethnie, de religion, de parti politique. C'est ça qui fait l'unicité du Compédium. Et aujourd'hui, tout le monde demande le Compédium. Jusqu'à présent, on est le seul pays à détenir un tel programme. Meilleur programme par la francophonie, best pratique par l'UNESCO avec 199 pays. Mais je vais dire, l'Union africaine, on marquait le Compendium de compétences féminines du sceau de meilleures pratiques. Meilleures pratiques, et ils veulent qu'on aide les autres pays à développer ce programme. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a un pays même qui a envoyé son courrier déjà. J'attends le OK du chef d'État. On va les aider parce qu'on a mis, comme on dit, des pions pour pouvoir réussir le compte. C'est une innovation. Voilà le mot, simplement. Euphrasie Kwasi-Yao, à l'ère de la digitalisation, la principale question abordée à la faveur de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Quels sont pour vous les principaux défis aujourd'hui? Le premier défi, c'est que les femmes même se mettent à la digitalisation. Vous voyez, quand on a lancé le Compédium en 2011, on n'avait pas ce thème, hein. On a créé une base de données, puisque le président voulait la gouvernance et surtout que les femmes s'inscrivent volontairement. Il y en a qui nous ont dit, Madame la ministre, on va vous envoyer, Madame Yao, on va vous envoyer nos CV, pardonnez, on sait. J'ai dit quoi? On ne peut pas. Le monde est en train d'être digitalisé. Commençons, dévançons le monde entier. Appliquons-nous et travaillons. Il y a des femmes de 70 ans qui sont venues, on les a aidées, elles ont rempli. Pourquoi est-ce que vous, les femmes cadres, là, vous voulez qu'on prenne votre CV? Donc, on a utilisé une base de données. Vous voyez, on connaît ces personnes, on a dématérialisé. On a eu même un prix. Ça, je n'en parle pas souvent. En 2014, l'Union internationale des télécommunications est venue faire une grande réunion ici en Côte d'Ivoire et ils nous ont donné un prix parce qu'on a utilisé le digital. Donc, premier défi, il faut que les femmes même s'impliquent. Deuxième défi, la Côte d'Ivoire a pris quand même beaucoup de mesures pour lutter contre les cybercriminalités, la stratégie de digitalisation. Il faut qu'on connaisse ce qui est dans cette stratégie et que tout le monde puisse se mettre là-dedans.
Troisième défi, ce sont des secteurs qui donnent, comment on dit, des ressources. Alors c'est nouveau. N'attendez pas, moi je parle aux femmes, n'attendez pas qu'on arrive à 20 ans après pour dire que non, il y a des inégalités. Mettons-nous là-dedans. Le dernier défi, c'est ce que ma fille me disait avant que je vienne. Elle dit, maman, aujourd'hui, tu ne peux pas travailler dans une compagnie. Si tu ne connais pas, elle a dit quoi? Le pack Microsoft. C'est ça. Excel, Word, PowerPoint. C'est cela. Il dit que, et puis mon fils me disait qu'ils sont allés à un stage. La dame avait fait logistique, la jeune dame. Lui, il n'avait pas fait logistique. Mais, et puis, il s'inquiétait. Une semaine après, il dit, maman, la banque travaille sur Excel. La dame, là, ne sait pas faire Excel. Donc, c'est comme si j'étais plus fort qu'elle. Vous voyez, non, c'est concret. Moi, j'aime les exemples concrets pour que chacun se mette au travail. Digitalisation, on n'a pas le choix. Très bien. On n'a pas le choix. Vous qui travaillez pour la valorisation, pour la mise en lumière des femmes, oui. Est-ce que vous caressez un dessin politique? Vous qui avez déjà eu un passage au gouvernement, notamment. Ali, je suis déjà dans la politique, non? Puisque... Oui, mais est-ce que vous comptez briguer un poste électif? Je vous vois, vous voulez contourner cette question alors qu'on est à Saint-Réserve. Attends. Est-ce que ça vous parle de revenir à la politique pour briguer un poste électif, par exemple? Ben, pourquoi pas? Au moment opportun, je déciderai Parce que ce que vous dites aussi dans votre message aux femmes, c'est que vous avez le droit de faire la politique. Oui, mais on les a formés. On les a formés à ce qu'est faire la politique. De toute façon, toutes les grandes décisions se prennent au niveau politique. Ça, nous en sommes conscients. Mais j'avais un travail que le président m'avait confié. Comme on dit toujours, celui qui n'est pas, on dit quoi, avec moi et contre moi. Le président sait très bien que je suis avec lui. Les lois qui se font sans moi sont contre moi. Voilà, sont contre moi également. Donc, c'est tellement que on verra. Mais je sais que je suis déjà en politique parce que ce que je fais pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour le monde, ça touche les populations. La politique, c'est la gestion de la cité et je suis déjà en politique. Et dans votre vision, il y a également le fait de faire monter les femmes au plus haut poste de décision. Oui. Est-ce que vous dites dans vos réflexions, dans vos analyses, on pourrait avoir une femme Premier ministre en Côte d'Ivoire, ce serait une première, oui, super. À moyen, court, au long terme? Le moment est favorable. Ah, le moment est favorable. Et ce moment, c'est maintenant. Le moment, c'est donc, maintenant. à tout ça, c'est moment, votre signature. Vous savez que c'est la mission que le président m'a confiée. Donc, quelquefois, il y a des gens qui sont étonnés. Ils me demandent, mais madame, mais vous tentez trop, vous êtes au gouvernement. Je dis, mais on est obligé de passer par là. Sinon, je n'aurai pas de résultats. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui me caractérise et ce que mes collaborateurs me disent, c'est la culture du résultat. Donc, moi, je suis obligée de travailler comme ça pour qu'on ait des résultats. Il y a des femmes du niveau CP2 qu'on a formées, qui sont devenues députées, et on va continuer comme ça. Et on veut des femmes premiers ministres, on veut des femmes présidents de la République. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, d'accord, pourquoi pas, mais qu'est-ce que vous faites pour cela? Mais on travaille. Là, la semaine prochaine, on va lancer encore les formations pour que les femmes se fassent confiance. Il y a 2 éléments qu'on doit faire sauter. C'est-à-dire que, comme on dit, le plafond de mur même, qui est sur la tête des femmes, qui souvent pensent qu'elles ne peuvent pas, on va sauter en valorisant leurs compétences. Le plafond de verre que les hommes ont mis en haut pour empêcher les femmes, on va se mettre ensemble, on va faire sauter. Et puis le président sera content, le Premier ministre sera content. Moi, je parle avec le Premier ministre aussi par rapport à ce que je fais. Et eux aussi, souvent, ils m'appellent, on a besoin de telles compétences. Je leur envoie, je ne cherche pas à voir la suite, j'envoie la liste et puis bon, eux, ils prennent... Comment ça se fait justement, les sollicitations selon les profils? Est-ce qu'il faut vous contacter? Est-ce que c'est dématérialisé? À travers le répertoire, le compédium, la base de données, on peut aller nous-mêmes chercher un profil? Bon, il y a d'abord la base de données que nous avons. Ensuite, on a sorti un annuel, vous vous souvenez, voilà, où il y avait près de 4000 femmes, mais il y en a qui n'ont pas donné leurs photos. Bon, il est resté 1003 femmes. On a distribué à tous les ministres, les présidents d'institutions, le secteur privé. Il y a des ministres qui ont feuilleté comme ça, qui ont regardé. Elle est responsable de communication. Moi, je vais la nommer. Et ils l'ont nommée. Le ministre était du Nord, la dame était de l'Ouest. On était en 2016. La dame dit, mais comment on a pu me nommer sans me connaître? La ministre lui a dit, mais c'est le compédium. Donc, il y a des gens qui nomment comme ça. Il y a des sociétés privées aussi qui nous disent, envoyez-nous la liste 10 personnes dans tel secteur. Quand on leur envoie, on nomme ces femmes et puis on les embauche. Nous, on ne les connaît même pas. C'est au 10e anniversaire qu'elles sont venues toutes témoigner. Et ça fait plaisir. C'est-à-dire que par ce projet-là, on a de l'impact sans nous en rendre compte. Il y a des hommes aussi, quand ils nous voient, ils nous disent... Moi, j'ai cet exemple que j'aime bien donner. On était avec un monsieur à une séance de travail et
On était en train de laver les assiettes, on avait fini, le monsieur nous aidait et tout ça. Et puis je disais, mais celui-là, si sa femme devient au cadre, une autorité, elle ne va pas souffrir, non? Puisqu'il va l'aider dans tout ce qui est voilà, les tâches ménagères. Donc je disais dans mon cœur, mais comme je ne le connais pas, je ne sais pas parler. Quand il a fini, il dit, Madame Yao, j'ai fait ce que vous avez demandé, non? Je dis, ah bon, donc vous écoutez tout ce qu'on dit. En tout cas, merci à la presse qui nous donne l'occasion de faire tout ça. Merci à vous aussi. À présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. La première question nous vient de Aminata qui dit « Que pensez-vous de la condition de la femme rurale en Côte d'Ivoire ?» Oh, ça c'est une très belle question. Au Compédium, je ne vous ai pas cité les cibles. On a les femmes cadres de haut niveau, les femmes rurales qui excellent dans leur domaine d'activité, mais qui n'ont pas forcément de CV. On est allé à Boaké, dans le Béquet, on a mis des critères. Une femme qui excelle, une femme qui est innovante, une femme qui aime la paix, parce que nous, on veut quand même la perfection. Absolument. Quand on commence à donner les critères, les jeunes, les femmes, les hommes, les chefs nous disent « On a une femme dans telle région qui s'occupe des enfants, des bébés depuis tant de temps. On a une femme qui fait des galettes depuis tel nombre d'années, les compétences. » On a recensé 502 femmes. Et ces femmes-là, on a commencé à les former sur les questions de paix, sur les questions de leadership. Elles ont commencé à régler des conflits. Des programmes d'alphabétisation aussi? Voilà, des programmes de formation même déjà, de leadership. Parce qu'elles sont analphabètes, c'est sûr, mais elles ont un leadership avéré. Donc, elles peuvent contribuer au développement. Donc, on leur donne des programmes selon les années. Voilà, par exemple, l'alphabétisation. On va leur donner, mais on leur donne surtout la paix, parce que la Côte d'Ivoire était quand même un peu... Une période très fragile et sensible. Voilà, donc les femmes rurales. Et mon premier projet qui m'a valu d'être titulaire des chaires UNESCO, c'était dans un village. Impliquer les femmes leaders rurales et les hommes dans la gestion de cette ressource vitale pour qu'il y ait un développement durable pour tous, pour qu'on puisse atteindre les ODD. Quand on a fini, la question de nutrition, puisqu'il y avait de l'eau potable, ça a été réglé. Les femmes ont commencé à se mettre en coopérative. Donc, je travaille beaucoup avec les femmes rurales. C'était pour répondre à ça. Et c'est ma passion, en fait. Très bien. Prochaine question. La prochaine question nous dit le réseautage entre les femmes promu par le compendium n'est-il pas discriminatoire pour les hommes? Joseph Tapé, c'est une question que tous les hommes peuvent se poser naturellement. C'est-à-dire, à force de trop mettre la lumière sur les femmes, de les valoriser, est-ce qu'il n'y a pas de discrimination finalement à l'endroit des hommes? Mais ils oublient que je suis experte en genre et que je ne tolère pas les discriminations. C'est-à-dire, pour le moment, on a besoin de nous mettre en réseau pour partager nos expériences, comme un peu ce que j'ai fait dans le livre, là, donner des modèles pour tirer les autres femmes, jusqu'à ce que les questions de chiffres au Parlement, où on est à 13%, ça monte encore parce que le président veut au moins 30%, jusqu'à ce que les femmes même puissent être autonomes, qu'elles quittent le secteur informel pour aller au secteur formel, au niveau de la culture, les questions de violence basées sur les gens qu'on travaille dessus. Et donc, je pense que tant que ce n'est pas réglé, on ne peut pas laisser ce réseautage-là. Mais on travaille beaucoup avec les hommes. Et les hommes sont mes premiers soutiens. Je ne sais pas pourquoi. Les hommes, les chefs religieux. Non, c'est incroyable. Très bien. La toute dernière question d'internaute nous vient de Elisabeth Kra qui dit « Pensez-vous qu'il faut accorder plus d'attention aux migrantes ivoiriennes rentrées de Tunisie ?» C'est un sujet d'actualité. Oui, moi je pense qu'il faut leur accorder beaucoup d'attention. C'est vrai que c'est un peu triste quand même parce que de plus en plus les femmes se donnent à cette activité de migration. Peut-être qu'on leur a vendu trop de rêves de l'autre côté par ignorance et il faut qu'on travaille là-dessus. En tout cas, moi, quand j'ai vu le thème, autant les femmes du Compédium travaillent sur les violences basées sur le genre, sur l'éducation, sur l'emploi, je pense que certaines femmes vont se consacrer à cela pour aider les femmes à ne pas rêver de ce qui n'est pas vrai. Le Compédium même fait rêver. C'est un programme d'espérance. C'est un programme qui aide chacune à sortir le meilleur d'elle-même. Donc, il faut qu'elles viennent au Compédium. C'est possible. On va les accompagner de notre manière. Euphrasie Kwasi Yao, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Sans réserve. Merci d'être venu à ce numéro de Sans réserve. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Rendez-vous jeudi prochain.